Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Je dois dire que j'ai jamais eu une vision à très long terme de ma carrière. J'ai toujours avancé petit pas par petit pas, tout comme j'ai fait mes choix petit à petit. Voilà, à chaque fois je me dis tu t'es pas trompé, c'est bien là que tu te sens bien, c'est bien là qu'est ta place, donc continue. Parce que nous, on a des parcours assez normés, finalement. Donc, on sait un petit peu dans quel moment on s'engage quand on arrive à tel ou tel stade. Donc, je me dis, on va voir si petit à petit, t'y arrives. Donc, on va dire que mon objectif, pour l'instant, c'est de réussir à devenir chef de corps avec peut-être beaucoup d'humilité, enfin de simplicité en tout cas, mais de volonté aussi derrière. Disons, voilà, si c'est là ma place, je peux peut-être y arriver. Notre invitée s'appelle Marie Delazère. Passée par Saint-Cyr comme élève, puis instructeur, ayant fait le choix d'intégrer l'armée de terre et en particulier un régiment d'artillerie parachutiste, la lieutenant-colonel Delazère est également passée par les états-majors avant de réussir le concours de l'école de guerre qu'elle termine cette année. Elle partage au micro du podcast Le Son de Victoire son parcours en expliquant ses choix et en livrant des analyses que j'ai trouvées justes et passionnantes. Au-delà des thématiques fortes comme le commandement, la performance, la réussite, le parcours normé, les preuves à faire, nous avons également abordé des sujets comme l'écoute à tous les niveaux de la hiérarchie, les relations de confiance, l'exemplarité des supérieurs, la personnalité qui n'est pas écrasée par l'uniforme, la force morale des officiers, la prise de recul, les classements qui déterminent les affectations et bien d'autres. Une conversation dans laquelle le sens et la mission sont toujours en filigrane, au point de citer Jeanne d'Arc comme rôle modèle. À présent, place à ma conversation avec une rôle modèle inspirante du XXIe siècle. Bonne écoute! Bonjour. Bonjour Perrine. Je voudrais vous renvoyer tout de suite en enfance. Je sais que vous avez déjà écouté d'autres épisodes du podcast Le Son de Victoire et c'est la première question que je pose. Est-ce que petite, vous ambitionniez d'être militaire ? Ah oui, je l'ai ambitionné très tôt en fait, parce que je pense que c'est le premier métier auquel j'ai pensé. J'ai pensé quand j'étais au collège. Et je dois dire que quand je l'ai évoqué dans le cercle familial, maman a été un peu impressionnée, surtout angoissée, et donc très vite elle m'a dit oh là là, mais tu sais, devenir professeur, ça serait beaucoup mieux. Et je dois dire que cette idée de transmettre aussi, de donner quelque chose, de faire d'avoir cette relation avec les jeunes m'intéressait aussi beaucoup. Donc pendant un temps, je me suis laissée un petit peu écarter de mon premier choix que j'avais fait pour aller un peu plus vers le métier autour des élèves et dans les écoles. Donc j'avais fait mon stage en 3e dans une école primaire par exemple. Mais après rapidement au lycée quand même, je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça ? Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, donc en seconde ou en première, je me dis finalement tu as 3 choix, ça sera soit être prof, soit faire de l'aide humanitaire. Ça m'intéressait aussi beaucoup, soit être militaire. Et puis je me suis dit non mais si tu es militaire, en fait
tu feras, ça sera les 3 en 1, quoi. Tu pourras tout faire. Et en fait, j'ai pas été déçue parce qu'effectivement, j'ai eu les 3 en 1. Et donc, je regrette pas du tout, bien sûr, le choix que j'ai fait dès la fin du lycée. Racontez-moi comment, justement, vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui les 3 parties, les 3 missions que vous ambitionniez. Alors, c'est vrai que je voulais être militaire dans l'armée de terre. Ça, c'était très fort. Mais en même temps, moi, j'ai pas du tout de famille militaire, j'avais pas de connaissances militaires, donc j'avais beaucoup de choses à découvrir, en fait. Et j'ai posé mes choix petit à petit, en me renseignant, en posant des questions aux uns et aux autres, auprès des amis que je me suis fait dans l'armée, tout simplement, auprès des informations qui nous étaient données. Et petit à petit, je me suis dit, bon, alors, peut-être le génie ou peut-être l'artillerie. Et puis en 2003-2006, il y avait encore les missions au Kosovo, un petit peu de renseignement que conduisaient les régiments d'artillerie, qui m'intéressaient beaucoup. Il y avait bien sûr les missions d'appui-feu, que je trouvais aussi vraiment intéressantes, passionnantes. Et donc je me suis dit, non, vraiment l'artillerie, c'est quelque chose qui me correspond bien. Donc à la fin de Saint-Cyr, j'ai choisi l'artillerie. Mais voilà, j'ai mis 3 ans avant de me décider. De même que quand je suis arrivée en école d'application, je ne savais pas du tout dans quel régiment je voulais aller. Je ne les connaissais pas, donc là aussi, j'ai pris le temps, je me suis renseignée. Je me dis non, au départ, pas les parachutistes, ça m'a l'air un peu compliqué. Et puis à la fin, je me suis dit, mais si, les parachutistes, en fait, ça me convient bien. Ça correspond assez bien à mon caractère, à mon tempérament, dans l'état d'esprit. Et je me suis dit, finalement, c'est là que je vais aller. Et je dois dire que ces choix, ils ont été vraiment très progressifs. J'ai écouté les avis des uns et des autres, mais une fois que j'ai pris ma décision, elle était prise, quoi. Et donc je suis pas revenue en arrière après. Et ça a été une vraie force parce que ça m'a permis, voilà, de bousculer un petit peu les choses, et puis d'y aller. Une fois que vous avez trouvé votre voie, comment est-ce que ensuite vous avez vécu cette envie de transmettre? Parce que vous avez beaucoup reçu, j'imagine. On commence par recevoir et ensuite vous avez transmis où et comment? Alors j'ai beaucoup reçu, oui, ça c'est sûr. J'ai reçu de mes cadres, j'ai reçu de ma famille. On reçoit beaucoup de choses qui nous construisent. Et oui, tout ça, bien sûr qu'on a envie de le transmettre. Mais déjà rien que le métier de militaire, c'est un métier où on transmet parce qu'on est en permanence avec les autres. Et quand on choisit d'être chef, c'est qu'on sait qu'on va avoir des subordonnés et on a envie de leur donner beaucoup de choses. D'abord parce que on a la mission à accomplir, mais parce que c'est un vrai échange. D'homme à homme, en fait, on a beaucoup de choses à donner pour emmener le groupe jusqu'à la réussite de la mission. Donc, je vais dire quotidiennement, en fait, ce sont des échanges où on donne un peu de soi, on donne du sens à la mission, on donne du temps aux gens. Voilà, on donne beaucoup de choses de nature assez différente, mais qui forment un tout complet pour avancer ensemble. Et puis après, j'ai donné aussi quand j'étais instructeur pendant 2 ans à Saint-Cyr, où là, j'ai été chargée de transmettre les premiers savoir-faire tactiques aux jeunes élèves officiers qui avaient eux aussi choisi de rentrer dans l'armée de terre. Moi, j'avais encadré des officiers sous contrat, des officiers sous contrat encadrement, mais aussi des spécialistes, donc des officiers en communication. Donc, j'ai eu un panel de jeunes élèves officiers très différents qu'il fallait conduire pour des missions différentes, mais sur un socle commun. Et donc là, on leur apprend bien sûr les bases de la tactique, des actes réflexes jusqu'aux missions de chef de section, mais on leur apprend aussi le sens du commandement. Le positionnement d'un officier, comment il faut se tenir, et puis ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur transmet aussi, c'est la rusticité, l'endurance. Donc on les accompagne pour se renforcer aussi physiquement et pour se renforcer aussi moralement, pour développer un peu les forces morales du jeune officier, et puis lui dire tu vas avoir une grande responsabilité très bientôt, et puis on t'attend quand tu es en régiment, donc pendant cette formation, il faut vraiment que tu en profites à fond, quoi. Et donc là, on les accompagne, et c'est un vrai chemin qu'on fait ensemble. Je reviens aussi sur la partie aide humanitaire, parce que vous aviez imaginé à un moment donné vous diriger dans cette voie-là. Est-ce que ça, vous avez trouvé ce que vous auriez pu trouver dans l'aide humanitaire, dans l'armée?
Alors j'ai eu une toute petite, on va dire, expérience dans l'aide humanitaire. C'était lors de ma première opération extérieure au Tchad en 2008, où on était à la frontière avec le Soudan. Et puis effectivement, les populations étaient en grande détresse. Et je me souviens qu'on avait dû monter une opération pour leur apporter de l'aide alimentaire. Donc c'était avec essentiellement avec. On a commencé par nos rations, quoi, pour apporter les premières aides à ces populations. Et je me rappelle très très bien, voilà le déploiement de cette aide humanitaire avec les camions qui arrivaient, tout le système d'organisation pour permettre à chaque. C'était beaucoup de femmes qui venaient chercher l'aide humanitaire. Elles étaient très belles d'ailleurs dans leurs vêtements très colorés. Et on voyait que voilà, on était attendus. Et voilà, on va dire que c'est le seul moment où j'ai vraiment eu l'impression de me dire, tu fais un peu d'aide humanitaire, mais c'était une très belle expérience. Et ce sentiment d'être utile, de ne pas être là pour rien, c'était vraiment une des choses qui m'anime aussi. Donc voilà, ça répondait aussi à une de mes aspirations dans le métier que j'avais choisi. Donc c'était une très belle expérience. Vous avez parlé d'avoir le sentiment d'être utile. J'imagine que quand on intègre l'armée, c'est un besoin fort, non ? Ah ben bien sûr, parce que je pense que quand on intègre l'armée, c'est qu'on veut servir son pays. C'est parce qu'on l'aime, voilà, on y est attaché, on aime la France, on aime les Français, et puis on veut être utile. Donc je pense que c'est quelque chose qui anime beaucoup les militaires, ce sentiment de servir et d'être utile. Est-ce que vous aviez dans votre cursus des personnes que vous admiriez et qui étaient inspirantes pour vous et qui vous ont un peu montré la voie ? En fait, j'ai pas une personne, mais j'ai plusieurs personnes, oui, qui m'ont inspirée et je pioche un peu à droite à gauche des traits de caractère ou des valeurs qui me semblent importantes. Donc je sais que quand je suis arrivée au lycée militaire, par exemple, le chef de corps, qui était le général Legras, il avait un regard. Je me souviens très bien de son regard parce que il était à la fois exigeant et bienveillant. Et ça, ce sont par exemple deux valeurs, enfin de traits de caractère que j'ai vraiment gardés et qui m'animent aussi encore maintenant, que j'ai retrouvé d'ailleurs chez d'autres chefs quand je suis arrivée au régiment. Mon premier commandant d'unité, le chef d'escadron Sanzoni, avait aussi ce regard-là, exigeant, où on voyait que l'officier devait être exemplaire. Il était exemplaire, hein. C'était vraiment une figure très particulière au sein du régiment. Mais il savait se mettre à la hauteur des hommes qu'il commandait et les tirer vers le haut. Et ça, ça m'inspire, ça. Donc, et j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont inspirée. Par exemple, la première, quand je suis arrivée à Saint-Cyr comme jeune élève, c'était une femme. Hein. Ma chef de section était une femme. Et même encore maintenant, elle a un parcours, une carrière brillante, mais j'admire aussi son aplomb naturel. Elle s'est jamais posée, enfin en tout cas, elle le laissait pas paraître. On n'avait pas l'impression qu'elle se posait des questions. Est-ce que sa place était là ou pas là ? Non, elle tenait sa place en fait tout simplement. Et ça, c'était inspirant parce que quand on sent que quelqu'un est à l'aise, quoi, qu'il est bien dans ses baskets, eh bien, on ne se pose pas de questions non plus. Donc, et puis en plus, voilà, elle inspirait confiance parce qu'elle était irréprochable dans son travail quotidien. Donc, on se dit, voilà, l'exemplarité, la compétence dans le travail, c'est aussi très important. Après, bien sûr, il y a d'autres personnages qui m'inspirent. Parfois, je pense à Jeanne d'Arc. Je me dis, là aussi, j'admire l'aplomb qu'elle avait, son sens de la répartie, qui est assez incroyable pour une jeune femme de 18 ans. Je me dis, moi aussi, je vais avoir son sens de la répartie. Et puis j'admire aussi dans Jeanne d'Arc la force de sa conviction. Par exemple, c'est quand même incroyable de dire, voilà, je crois en ce que je fais et je vais aller au bout parce que j'y crois vraiment, quoi. Ça, c'est aussi très inspirant.
Alors elle est partie de Don Rémy et elle a été à Reims avant d'aller à Rouen, Jeanne d'Arc. Je connais bien son histoire aussi. Vous, où est-ce que vous allez? C'est quoi votre Reims à vous? Faire sacrer le roi? C'est quoi votre Graal? Derrière quoi vous courez en fait? Ce que je cherche un peu. Quelle est votre motivation plus que votre parcours professionnel? Alors c'est une très bonne question. En fait, je dois dire que j'ai jamais eu une vision à très long terme de ma carrière. J'ai toujours avancé petit pas par petit pas, tout comme j'ai fait mes choix petit à petit. Et voilà, à chaque fois, je me dis bon ben, tu t'es pas trompé, c'est bien là que tu te sens bien, c'est bien là qu'est ta place, donc continue. Alors là, bien sûr, maintenant que j'en suis là, je me dis bon ben, parce que nous on a des parcours assez normés finalement, donc on sait un petit peu dans quel mois on s'engage quand on arrive à tel ou tel stade. Donc là, je me dis bon ben effectivement maintenant la route est tracée au moins jusqu'à devenir chef de corps. Donc je me dis bon ben on va voir si petit à petit t'y arrives. Donc on va dire que mon objectif pour l'instant c'est de réussir à devenir chef de corps avec peut-être beaucoup d'humilité, enfin de simplicité en tout cas, mais de volonté aussi derrière. Disons ben voilà, si c'est là ma place, je peux peut-être y arriver. Je voudrais revenir sur deux sujets que vous avez évoqués. Non, un que vous avez évoqué et un autre dont je voudrais parler. À un moment donné, vous avez dit, parce que j'ai décidé d'encadrer des équipes, je sais plus ce que vous avez dit comme mot, mais en tout cas de devenir chef d'une équipe, d'un groupe. Donc ça se décide, ça, vous auriez pu faire carrière dans l'armée sans encadrer? Non, en fait, je crois que dans l'armée, on est tous chefs, que ce soit du chef d'équipe qui commande juste trois hommes, voilà, jusqu'au lieutenant, jusqu'au général qui commande une brigade ou une division. On commande tous à un moment donné. Et donc, il est très difficile de rentrer dans l'armée en se disant je commanderai rien, parce que en fait, on est une structure vraiment où on est responsable les uns des autres. Et qui dit responsable, il faut bien que quelqu'un soit responsable d'autres. Et puis, on a une mission, donc il faut bien que tout ça soit organisé dans une direction particulière. Donc non, je pense qu'on a tous foncièrement l'envie d'avoir des responsabilités et l'envie de commander. Moi, je dirais que ce choix-là, je l'ai fait quand j'ai voulu rentrer à Saint-Cyr. Parce que rentrer à Saint-Cyr, c'est l'école du commandement, donc on sait qu'on est là pour commander. C'est un choix qu'on fait dès le départ, et puis qu'on entretient après, qu'on développe petit à petit au cours de la carrière. Mais ce choix, je l'avais posé bien avant. Je savais que dans mon métier, je voulais avoir des responsabilités, je voulais être responsable d'équipe, je voulais avoir une mission à accomplir, et ça c'était un choix qui était très clair et qui était très clair très tôt en fait. Vous dites que vous l'entretenez, c'est ma question d'après justement sur l'art du commandement. Vous êtes en ce moment à l'école de guerre. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces étapes qui vous ont construit dans cette fonction de commandement? Oui, alors c'est vrai que Saint-Cyr, c'est pour moi vraiment l'école du commandement. Dès qu'on arrive, on nous apprend à commander, et puis on l'expérimente parce que on se commande entre élèves aussi pour faire les missions. On est élève de jour, donc on organise la vie de sa section régulièrement. Donc on commence à appréhender un petit peu le métier qu'on aura une fois arrivé en régiment, et on nous donne un peu les clés de tout ça. Par exemple, l'armée de terre a réédité le livre bleu sur l'exercice du commandement dans l'armée de terre. Donc ce sont des documents qu'on nous explique, et puis qui nourrissent aussi notre réflexion, parce que quand on fait c'est tout un ensemble, c'est pas que c'est en pratique parce qu'on est sur le terrain et qu'on l'expérimente personnellement, on l'expérimente collectivement. C'est une démarche aussi un peu plus intellectuelle parce que on a des cours aussi sur l'exercice du commandement qui sont un peu théoriques, mais on nous demande aussi d'avoir cette réflexion personnelle. Comment moi je veux commander, quels sont les traits de caractère que je veux développer, qu'est-ce qu'il est important pour moi
de transmettre dans le commandement, comment je me positionne, comment je règle un peu mon caractère pour avancer. Donc on a vraiment c'est une réflexion d'ensemble, cet apprentissage du commandement, parce que c'est pas forcément inné en fait. On s'ajuste au fur et à mesure qu'on rencontre des situations plus ou moins délicates. Et puis voilà, il y a un commandement aussi du quotidien, il y a le commandement sur des missions, il y a le commandement en exercice. Donc c'est un apprentissage quotidien, le commandement. Et puis parfois, et là notamment à l'école de guerre, c'est aussi des moments dans la carrière où on nous demande de faire un peu des pauses, de réfléchir un petit peu à tout ça, de prendre du recul, de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et comment je continue, quels sont mes axes de progrès. On nous demande de les identifier. Voilà, on a des cours même de développement personnel à l'école de guerre où on nous demande de réfléchir sur nous-mêmes, de faire le point de nos faiblesses, nos forces et nos faiblesses, et puis de voir comment ces faiblesses, on peut un peu les transformer, ou en tout cas travailler dessus pour s'améliorer et renforcer notre style de commandement. Vous commandez dans des situations de bureau, dans certains moments de votre carrière, et d'autres en opération. Donc avec probablement pas du tout le même enjeu, pas du tout le même niveau de stress, d'urgence, etc., pas les mêmes tailles d'équipe. Comment est-ce que vous vous adaptez en termes de commandement d'une période à l'autre? Est-ce que on vous demande d'être aussi bonne sur le terrain et hors terrain, hors opération? Alors, d'être aussi bonne, en tout cas, oui, la performance, on nous la demande, que ce soit sur le terrain ou dans un bureau, ça c'est sûr, hein, il faut aller au résultat. Donc, oui, on a un devoir de réussite, quoi, sur tous les types de missions que l'on nous confie. Après, c'est vrai que les natures sont très différentes, mais il y a quand même des points communs. Moi, je pense que le point commun, c'est le travail en équipe. Voilà, on a toujours un chef qui nous donne des directions, ou alors on est chef, on donne des directions. On dit où on va aller, on dit comment on va y aller, et donc après, il y a une équipe qui travaille pour arriver sur objectif. Donc ça, je vais dire que ce soit sur le terrain, en opération ou dans un bureau, c'est un petit peu les mêmes choses. Et on s'appuie sur les mêmes qualités à ce moment-là. C'est toujours aussi l'écoute, la clarté. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Après, les différences, oui, c'est sûr que donner des ordres à la radio et puis rédiger des fiches de synthèse, c'est assez différent. Mais là aussi, je dirais que le point commun, c'est peut-être l'esprit de synthèse, d'aller droit sur objectif, enfin en tout cas sur les choses qui sont importantes, pour être compréhensible. Et toujours, en restant à l'écoute aussi des subordonnés, parce qu'il faut sentir, en fait, il faut quand même capter ce qui se passe. Et donc, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Vous servez la France, et en même temps, vous avez votre ambition personnelle, vous avez fait un choix d'un certain corps, d'armes, etc. À quel moment et comment est-ce que vous pouvez exprimer votre personnalité, vos enjeux, vos envies, vos besoins dans votre carrière de femme militaire? Alors, en fait, je pense qu'on est dans un métier où les personnalités se révèlent très vite. Alors c'est vrai qu'on porte tous l'uniforme, on pourrait dire qu'on se ressemble tous, mais en fait, au quotidien, vous savez, quand vous passez nuit et jour sur le terrain avec les mêmes personnes, au bout d'un moment, vous pouvez pas tricher. Elles vous voient. Elles voient comment vous réagissez, elles voient ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, le café, comment vous le prenez, s'il est clair, long, si vous le prenez plus à 5 heures du matin, si quand vous vous réveillez, vous êtes en forme ou alors vous êtes plutôt grognon. Vous voyez, tous ces petits traits de caractère, en fait, on se connaît les uns les autres. Et donc, on va dire que
la personnalité des uns et les autres se révèle très vite finalement dans notre métier et on ne triche pas. Celui qui cherche à masquer un petit peu sa personnalité, ça ne prend pas. Il est vite démasqué. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment un métier où les relations sont vraies au bout d'un moment. On ne peut pas rester longtemps derrière une façade. Voilà, on doit se montrer tel que l'on est. C'est vraiment une authenticité. Il y a une authenticité dans les relations entre militaires. Donc, en fait, pour en revenir un peu à la question sur les besoins, comment moi mes besoins je les exprimais. Je sais pas si j'avais réellement des besoins personnels. Moi, mes besoins, c'était justement d'entretenir cette relation avec les autres. Et c'est en ça que je la laissais s'exprimer, en fait, dans ma manière dont je pouvais écouter mes subordonnés, et puis leur dire aussi, oui, ben ça me convient, ça me convient pas. Ils savaient exactement ce dont j'avais besoin au bout d'un moment, et puis voilà, ce qui était nécessaire aussi pour avancer. Donc voilà, une certaine authenticité fait que on se connaît, et puis que on sait répondre aux besoins des uns et des autres. Je pose la question à toutes mes invitées. J'aimerais que vous me racontiez une réussite professionnelle dont vous êtes la plus fière. En fait, je crois pas avoir une réussite particulière. J'ai eu je vais pas dire des petites réussites, j'ai eu des réussites quand même qui m'ont marquée. Alors, en état-major, par exemple, voilà, quand on a réussi au bout d'1 an à faire signer le projet qu'on portait et qu'on a réussi à le faire signer par le chef d'état-major de l'armée de terre, alors là, c'était champagne. C'était vraiment une explosion de joie parce que je me suis dit, ah mais voilà, on y est arrivé, quoi. Tous ces efforts, on y est arrivé. C'était quoi les efforts que vous avez mis sur ce projet-là, sans forcément le citer d'ailleurs, mais vous avez travaillé 1 an sur un projet qui a été validé, accepté? Oui, en fait, on développait voilà la politique de l'armée de terre sur le territoire national, donc en donnant des nouvelles orientations, un nouveau dynamisme. Et ce projet-là, il fallait le porter parce qu'il y avait beaucoup d'implications ou d'acteurs qui avaient un rôle à jouer dans tout ça, et donc il fallait réussir à en parler, faire adhérer toutes les personnes au projet, et ça a été un long chemin. Mais c'est une grande aventure. Mais quand il a été validé, ça voulait dire qu'on avait réussi à mettre un peu tout le monde d'accord, et puis tout le monde en dynamique sur ces sujets-là. Ouais, c'était pour nous une grande réussite. Quand vous dites nous, vous travaillez en équipe, vous travaillez... Oui, c'était mon chef, parce que moi j'étais son adjoint, donc c'était peut-être même plus celui qui pouvait en être fier que moi, mais on était vraiment donc dans l'équipe avec on avait aussi un sous-officier, et puis on avait nos chefs, enfin le général qui commandait le COMTN aussi qui l'avait porté ce projet-là. Donc c'était vraiment c'était pas moi. C'était vraiment l'équipe, c'était l'état-major en fait qui l'avait porté, qui l'avait fait aboutir. Donc c'était une réussite collective, mais pour laquelle j'étais très très contente et très fière aussi. Est-ce que ce projet-là, c'était le développement d'un ordre que vous deviez appliquer, ou est-ce que c'était une vraie proposition ex nihilo vers quelque chose de nouveau? Alors, c'était un ordre, mais on partait de rien. Donc, il y avait tout à faire. En fait, c'était un chef qui avait eu l'intuition qu'il fallait, en fait, construire un plan pour ça. Il avait quelques idées, mais tout était à construire, à bâtir, à définir. Donc, voilà, on partait de loin. Et quand on l'a fait aboutir, on a vu tout le chemin parcouru, et c'était une vraie fierté. Mais si je dois parler des réussites, voilà, ça c'en était une. Mais il y en a d'autres qui pour moi étaient tout aussi importantes. Quand j'étais à la tête de la batterie, par exemple, je me souviens qu'on a gagné un challenge sportif alors qu'on était en mission de courte durée à La Réunion, et j'avais beaucoup de femmes dans ma batterie qui avaient participé à ce challenge.
Et d'avoir mis chacun et chacune à leur place pour réussir le challenge. Quand on est arrivé premier, je peux vous dire que c'était là aussi une explosion de joie, et c'était pas moi, c'était vraiment la batterie. Et j'étais vraiment très fière de ce qu'on avait fait collectivement et de ce que chacun avait fait comme effort pour vraiment voilà, donner le meilleur de soi-même, quoi, pour arriver premier. Et quand on y est arrivé, c'était une vraie réussite. Et il y en a une autre aussi, peut-être, dont j'aimerais parler, qui est encore complètement différente. J'avais réussi à créer une vraie relation de confiance avec un de mes subordonnés, pour lequel j'avais vu qu'il y avait peut-être un syndrome post-traumatique qui était présent, mais qui n'était pas encore vraiment révélé. Et là aussi, cette relation de confiance que j'avais pu avoir avec lui nous a amené à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça aussi, c'est une vraie réussite, parce que c'est vraiment, voilà, l'écoute, être à l'écoute des autres, et surtout voir qu'on arrive à créer une relation de confiance. Bon, ben là, on se dit quand même, voilà, c'est une réussite aussi. C'est une réussite. Une réussite humaine en plus. Mais c'est une réussite humaine, et c'est sans doute la plus importante. Voilà, parce que là, c'est pas un plan, c'est pas un projet, c'est pas une coupe qu'on va chercher. C'est vraiment la personne en elle-même qu'on va chercher. Et donc ça, c'est sans doute une des plus belles réussites qu'on peut avoir. Quand vous commandez justement cet aspect humain, c'est-à-dire que vous avez de temps en temps plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes que vous commandez, leur équilibre, leur confort, est-ce qu'il est pris en compte? Comment vous le prenez en compte? Ah, mais je pense que c'est essentiel de le prendre en compte. Et puis je pense que maintenant, on ne peut plus ne pas prendre en compte le bien-être de nos subordonnés. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement au travail. C'est que on doit prendre en compte aussi l'aspect, leur vie familiale, voilà, leur vie personnelle. Et c'est un accompagnement, en fait, qu'on doit faire. Et pour réussir à faire ça, là aussi, il faut à nouveau développer une relation de confiance. Il faut pouvoir les amener à leur dire ce dont ils ont besoin. Quand est-ce qu'ils ont quand est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans leur vie familiale? Quand est-ce que ça devient compliqué avec leurs enfants, leur épouse, parce que le rythme est soutenu et qu'il faut encore partir en mission, et que voilà, donc nous avons un vrai rôle vis-à-vis de nos soldats pour les soutenir dans leur vie professionnelle, bien sûr, mais aussi dans leur vie personnelle. Et ça, je pense qu'on peut plus s'en passer de nos jours. C'est une vraie attente. Donc c'est quoi? C'est des moments dédiés où vous avez vraiment la possibilité de les écouter, de leur poser des questions? Comment ça s'organise en fait? Parce que spontanément, j'imagine que vous êtes à l'écoute, mais est-ce que c'est organisé cette écoute-là? Elle est organisée dans le sens où c'est de la responsabilité de chaque chef à son niveau. Donc ça part du caporal qui doit être à l'écoute de son équipe, qui doit faire remonter les problèmes quand il les sent, jusqu'au chef de section, jusqu'au chef de corps dans les régiments. Donc oui, la hiérarchie organise, aide en tout cas à faire remonter ces éventuelles difficultés, ou les aspirations des uns ou des autres, ou les moments de tension. Voilà, le système hiérarchique doit le permettre. Ça, c'est vraiment de la responsabilité du chef de s'intéresser à ses subordonnés. Donc ça passe bien sûr dans la vie un petit peu quotidienne, quand on prend le café. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Bon, ça va, t'es prêt, ta mission, tout est en place, à la maison, c'est bon. Voilà, c'est des questions simples, mais qui doivent être naturelles, spontanées, régulières, pour entretenir tout ça. Après, il y a des moments bien sûr beaucoup plus formels, quand on reçoit ces sous-officiers, ces militaires du rang, ou même ces jeunes lieutenants, pour que ce soit pour les notations, par exemple. C'est des moments privilégiés aussi, où on peut parler, où on peut aborder des choses où eux ont l'occasion de faire part de problèmes particuliers. Il y a les moments où on sanctionne. Les moments où on sanctionne, ce sont des vrais moments d'échange aussi. On dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, derrière la faute, qu'est-ce qu'il y a?
Donc, je pense qu'on a beaucoup d'occasions. Puis après, tout subordonné, par exemple, peut demander le rapport hiérarchique. Vraiment, s'il y a un problème particulier à son chef. Donc, il y a le système de concertation aussi, où il y a le représentant des militaires du rang, le représentant des sous-officiers, le représentant des officiers, qui fonctionne en parallèle du système hiérarchique. Donc on a beaucoup de moments ou d'interlocuteurs qui permettent cet échange, ce dialogue, cette écoute. J'ai envie de vous dire, à la maison ça va, comme vous le dites aux autres. J'aurais bien aimé qu'on aborde aussi le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso, comme on dit. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Comment est-ce que vous l'avez vécu et organisé? Ah, c'est délicat. Hein. Ça, c'est délicat. Trouver un équilibre vie professionnelle, vie familiale. Alors nous n'avons pas d'enfants avec mon mari, donc je pense que c'est peut-être plus facile dans l'organisation quotidienne. Mais je pense que ça doit passer par un dialogue, une écoute sincère de son conjoint en disant alors là, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Puis de ce dialogue doit ressortir des priorités, de se dire quelles sont les priorités du moment, en tout cas, pas ces priorités évoluent forcément au cours de la vie. Qui a la priorité? Est-ce que c'est toi sur cette mission? Est-ce que c'est moi sur cette projection? Et ça, c'est un discours franc et sincère pour essayer que tout le monde, que l'un et l'autre s'épanouissent, ne soient pas frustrés et prennent plaisir et puis qu'il y ait une entente, une compréhension mutuelle et puis qu'on s'accompagne dans les choix ensuite que l'on fait. Et donc de là sort une espèce d'équilibre vie professionnelle, vie privée. Mais c'est toujours très délicat, il faut toujours être vigilant quand même. Est-ce que là on est toujours sur le bon tempo? Est-ce qu'il faut l'ajuster? Est-ce qu'il faut revoir un petit peu les décisions qu'on a prises? Est-ce que ça nous convient? Voilà, je pense que c'est une remise en question un peu permanente. L'armée est encore assez masculine, en tous les cas les hommes sont en majorité. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce sujet-là, justement? Quelle est la place des femmes dans l'armée? Qu'est-ce que vous avez constaté? Et puis, est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que vous avez vécu des obstacles? Un peu tout mélangé, sur ce sujet. Je vous livre les femmes et l'armée. Vous avez 2 heures. Alors, il va falloir être synthétique. Alors la place des femmes dans l'armée. Alors, je crois que dans l'armée de terre, il y a à peu près 12% de femmes. Ce qui a un petit peu augmenté ces derniers temps, mais ce qui, je crois, arrive un petit peu sur ce qui a été assez stable, je crois, comme chiffre. Mais j'en dirai pas plus parce que j'aurais peur de me tromper. En fait, je suis vraiment pas une experte des chiffres de la féminisation dans l'armée de terre. Non, ce qui m'intéresse, c'est vous. Ce que je sais, oui, ce que je peux dire de moi, c'est que je pense que oui, qu'il y a eu une évolution quand même. Hein. Quand je parle à mes anciennes, c'est les femmes générales, par exemple, qui sont saint-cyriennes, quand elles nous racontent leurs histoires, on dit il y a quand même eu une évolution. Quand je vois les jeunes officiers, je me dis, il y a quand même une évolution, dans l'acceptation des femmes et dans les portes qui leur sont ouvertes. Après, je me dis qu'il faut toujours être un peu vigilant là aussi parce que c'est jamais gagné. Je pense qu'une femme, elle a encore plus qu'un homme le devoir de faire ses preuves. Alors, ça peut peut-être se comprendre. Hein. Peut-être que quand on voit une femme, on se dit oh là là, est-ce qu'elle va réussir à porter son sac? Est-ce qu'elle va pouvoir réussir à porter son arme en même temps que donner des ordres? Et puis en fait, oui. Donc ça, elles vont peut-être devoir encore le montrer, mais le fait d'avoir de plus en plus d'exemples de femmes qui ont porté leur sac, qui donnent leurs ordres en même temps qu'elles commandent sur le terrain, qu'il y aura peut-être de moins en moins de questions. Mais il y a encore, je pense, un petit peu de progrès à faire dans ce sens. Donc est-ce qu'on rencontre des difficultés? Oui, parce que voilà, c'est jamais facile. Hein.
Ça pose des difficultés, mais très concrètes. Vous voyez, par exemple, quand on est en école et qu'on a réussi Saint-Cyr et qu'au bout de 3 semaines, on part sur le terrain et que là, il faut monter sa bâche et donc on dort à 2 sous une bâche. Qui dort avec la fille? Ou alors quand on est en stage d'aguerrissement, par exemple, en Guyane, et qu'il faut aller se laver dans le Maroni. Voilà, toute la section, hommes et femmes, se lavent dans la rivière du Maroni. Bon, il y a toujours un petit côté délicat quand même, parce que chacun a sa pudeur. Donc ce sont des petites questions, des petites difficultés qu'il faut surmonter, qui sont pas graves, hein, mais qu'il faut, il faut s'habituer à tout ça. Donc il faut que les hommes et les femmes s'habituent, trouvent leur place, et puis la prennent et la tiennent ensuite. Et ça moi je suis optimiste, hein. Je pense que voilà, moi j'ai vu les femmes aussi sous-officiers sous mes ordres. Et militaires du rang aussi, elles sont exceptionnelles. Personne vient redire quoi que ce soit sur leur comportement ou leurs compétences. Donc moi je suis optimiste sur la place des femmes dans l'armée de terre. Est-ce que vous êtes dit à un moment donné de votre carrière, si j'avais été un homme, la décision aurait été autre? Sur mes décisions. Sur les décisions, c'est-à-dire, est-ce que sur l'obéissance des militaires à un ordre que vous avez donné, ou sur une promotion, sur un choix, est-ce que vous êtes, à un moment donné, ça vous a traversé la tête en disant, ça c'est parce que je suis une femme, ça m'arrive parce que je suis une femme? Alors, on va dire sur les décisions qui ont été prises, qui me concernaient. En fait, j'ai pas été, moi, limitée dans le sens où, dans l'armée, ça fonctionne, en tout cas quand j'étais à la sortie d'école, ça fonctionnait au classement. Donc moi, j'avais le classement qui me permettait d'aller là où j'avais choisi d'aller. Donc, j'ai pu y aller tout simplement. On n'a pas pu me dire non, tu es une femme et tu iras ailleurs. J'avais pris ma décision, je voulais aller là, le classement me le permettait, j'y suis allée. Voilà. Donc c'est votre travail. C'est mon travail. Votre investissement. C'est mon travail, mon investissement qui a fait que j'ai pu aller là où je voulais. Voilà. Donc on va dire de ce côté-là, c'est quand même très confortable. À partir du moment où on se donne les moyens et où on y arrive, c'est vraiment, c'est vrai, je vais pas dire que c'est facile, hein, mais voilà. Il n'y a pas de discrimination à ce moment-là sur le fait d'être une femme. Après, sur des ordres que vous avez donnés? Alors sur les ordres que j'ai donnés, je pense qu'au début, certains pouvaient être très regardants. Mais, alors peut-être plus parce que j'étais une femme, mais je pense qu'ils le font aussi quand c'est un jeune lieutenant qui arrive. Donc c'est la prise de fonction. Ouais, à la prise de fonction, il y a quand même un petit moment qui est délicat où on se dit est-ce qu'on va aller dans la bonne direction ou est-ce qu'on va aller dans le mur? Donc je pense que c'est un sentiment qui est assez naturel. Il a été peut-être effectivement un peu plus marqué par certains parce que j'étais une femme, ils se sont dit bon là, qu'est-ce que ça va donner? En plus, moi quand je suis arrivée, j'étais la première femme en unité opérationnelle à arriver, donc c'était vraiment un peu nouveau. Donc certains se sont dit est-ce qu'elle va avoir le tempérament pour tenir, pour aller de l'avant? Et puis après, une fois que cette période était passée, ça a déroulé parce qu'une fois qu'on me connaissait comme lieutenant, qu'on m'avait revu comme officier adjoint, on m'a vu comme commandant d'unité. Là, il y avait plus de questions. Ils savaient ils me connaissaient très bien. Donc la première phase un peu délicate était derrière moi. Est-ce que vous avez des référents dans le sens des alliés, des appuis qui vous suivent au long de votre carrière? Ou est-ce que ça change un peu selon vos affectations, en fait? Alors c'est essentiel d'avoir des alliés dans les fonctions que l'on tient. Alors moi, bien sûr, ces alliés ont changé au fur et à mesure de mes mutations, mais je dirais que pour moi, il y a quand même une constante dans le sens où quand j'étais en école d'application à Draguignan, en école d'application de l'artillerie, il y avait un vieil adjudant-chef instructeur qui m'avait dit vous savez, lieutenant,
il faut vous mettre les adjudants-chefs dans votre poche. Vous mettez les adjudants-chefs dans votre poche et vous verrez, et ils vous soutiendront, vous verrez, ça se passera bien. Et je me suis dit, bon, ça c'est bien un petit conseil que tu vas garder quelque part dans ta mémoire, et puis tu vas voir comment ça se passe. Et je dois dire que, effectivement, mes sous-officiers supérieurs, ça a toujours été mes alliés. De jeunes lieutenants jusqu'à commandant d'unité, c'était vraiment des personnes, c'était un peu la colonne vertébrale. On dit que les sous-officiers, c'est un peu la colonne vertébrale de l'armée de terre, mais moi, ils étaient, au sein de ma batterie, un peu la colonne vertébrale de l'unité, et je m'appuyais beaucoup sur eux, parce qu'ils sont vraiment à la charnière entre le niveau haut et le niveau bas, et ils m'ont beaucoup aidé. Ouais, c'était des vrais alliés, et pour certains, même qui ont quitté l'armée maintenant, ce sont devenus des amis. Une vraie relation de confiance avec eux. Et je pense que c'est ça, des alliés, ce sont vraiment des personnes avec qui on a une vraie relation de confiance, qui comprennent là où vous voulez aller, qui comprennent l'état d'esprit dans lequel vous voulez le faire, et qui vont vous accompagner dans cette démarche, et qui vont aplanir les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et ça, effectivement, c'est en unité sur le terrain, mais ça peut être aussi dans les états-majors. Alors dans les états-majors, c'est peut-être un peu plus différent. Donc oui, j'ai eu un sous-officier en particulier qui m'a beaucoup aidé. Dans les états-majors, après, je pense qu'il faut un petit peu élargir. Il faut aussi trouver des pairs sur lesquels on peut s'entraider, parce que on est tous un peu les officiers traitants. Donc il faut se trouver d'autres alliés. Mais oui, c'est indispensable. Travailler seul, c'est pas possible. La personne qui vous a donné ce bon conseil que vous avez gardé en mémoire et appliqué, est-ce que vous avez aussi d'autres conseils que vous livrez ou que vous voudriez livrer à des plus jeunes et peut-être à des femmes en particulier ? Alors, je retransmettrai ce conseil, les sous-officiers supérieurs et les adjudants-chefs, il faut vraiment s'en faire des alliés, parce que ça marche bien. Aux jeunes femmes, je dirais peut-être que le conseil que j'aurais à leur donner, c'est de ne pas tomber dans le piège de la bonne élève. La bonne élève qui fait parfaitement son travail, qui met la compétence au-dessus de tout. Alors je dis pas, la compétence c'est indispensable, il faut être bonne dans son travail, mais ça n'est pas que comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Il faut vraiment développer des relations humaines fortes avec son entourage, avec ses pairs aussi, et même d'une certaine manière avec ses chefs. Moi, j'ai peut-être eu le défaut d'être un peu distante au début, mais parce que comme jeune lieutenant, mais parce que je savais que j'arrivais, que j'avais toutes mes preuves à faire, donc j'étais peut-être un peu distante. Alors c'est toujours délicat ces questions-là, comment se positionner, mais voilà, je pense que pour les jeunes femmes en particulier, on veut toujours montrer qu'on fait très très bien son travail, et je pense que oui, il faut bien le faire, mais il faut pas oublier aussi de regarder, de développer ces relations avec ses pairs, de demander conseil, de pas avoir peur de faire des erreurs, ou de montrer qu'on a des doutes. Voilà, parce que c'est ce qui fait aussi progresser. Et c'est comme ça aussi que l'on apprend plus vite en demandant des conseils aux autres. Donc vraiment, voilà, être en quelque sorte un peu plus libre, se sentir plus libre d'avancer, et de s'intégrer vraiment pleinement, d'être considéré en fait, de se considérer comme les autres. Voilà, parce qu'il y a aucune différence, à faire. On arrive à la fin de l'entretien et j'ai un peu 2 autres questions à vous poser. Comment est-ce que vous faites pour durer, pour résister? Parce que vous avez un métier qui peut être parfois très physique. Comment est-ce que vous faites pour tenir dans la durée?
Ah bien, par des changements de rythme. Non, mais je pense qu'il y a des moments où il faut sortir en fait de son quotidien professionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moments où vraiment on arrive à prendre du recul, à se déconnecter. Alors ça, je veux dire, nous on a une maison en Bretagne, alors c'est aussi des moments où on se ressource. Hein. Enfin, moi je me ressource par exemple simplement en allant me promener, en regardant les paysages, en soufflant. C'est voilà, d'évacuer un petit peu tout ça, de mettre de côté pour pouvoir regarder les choses parfois aussi plus sereinement et se remettre dans le bon rythme. Voilà. Après, les amis, avoir une vie en dehors du milieu professionnel. Moi, mes amis d'enfance, par exemple, c'est important que je puisse les retrouver de temps en temps. Voilà, parce qu'on se dit, bon, bah, voilà, la vie continue. Ça nous permet, voilà, de se décaler un petit peu du quotidien, puis de remettre les choses à leur place. Voilà, ça c'est... Et puis, alors après, je dirais que moi, ce qui me ressource aussi peut-être beaucoup, c'est... Alors moi, c'est peut-être ma foi, parce que moi, je suis chrétienne, et c'est vrai que avoir des temps de recueillement, par exemple, ça m'aide à reprendre des forces. Voilà, ça peut être juste quelques instants, voilà, de recueillement, jusqu'à parfois des retraites pendant une semaine où je me dis non, là, il faut vraiment une grosse pause en dehors du monde. Il faut vraiment que je rentre dans ma bulle. Et ça effectivement, ça me le permet. C'est effectivement, c'est essentiel, hein. Parce que si on n'est pas bien stable dans ses baskets, c'est difficile de l'être avec les autres. Donc, oui, il faut savoir reprendre des forces. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui vous tient à cœur et dont vous voudriez parler pendant que vous avez le micro allumé? Je crois qu'on a un petit peu tout abordé, mais je pense que voilà, ce qui est essentiel, c'est de bien se connaître, savoir ce qui nous anime profondément. Voilà, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, et de se dire que dans les difficultés, voilà, il faut revenir à ça et se dire, voilà, est-ce que j'y suis toujours là-dedans ou... Et voilà, et c'est ça qui anime, c'est ça qui est notre moteur, enfin qui est mon moteur personnel. Enfin, quand j'étais douce, je me dis mais qu'est-ce que tu cherches? Et je reviens là-bas, je me dis mais est-ce que ça c'est toujours valable pour toi? Oui, c'est toujours valable. Ok, ben continue. Voilà, ça c'est, il faut vraiment se connaître, il faut être bien dans ses baskets, et puis après, ben il faut se faire confiance. Quand on a bien regardé les choses, qu'on a bien analysé, qu'on fait des choix. Ah ben, il faut se faire confiance, et puis il faut y aller. À un moment, il faut plus se poser de questions. Il faut dire, ma décision, elle est prise, j'y vais. Voilà. Et j'y vais, quoi qu'il en coûte. Dernière question, quel est votre prochain défi professionnel? C'est quoi votre prochain enjeu? Court terme, moyen terme, peut-être long terme, comme vous voulez. Ah oui, alors mon prochain défi très court terme, on va dire, puisque je commence déjà à prendre les consignes, c'est mon futur emploi de l'année prochaine, où je serai... Voilà, chef du bureau monde à l'état-major opérationnel Terre. Donc ça, c'est encore une grande aventure. Chef de la Terre, c'est ça. Chef du monde par la Terre. Non, c'est pas ça. Je m'occuperai peut-être de la partie Moyen-Orient, Asie-Pacifique. Donc voilà, je sais que ça va être passionnant tout ça. Et puis après, on l'a un petit peu évoqué, hein, c'est me préparer surtout au retour en régiment. Voilà, comme chef du bureau opération instruction, peut-être, je croise les doigts, chef de corps, on verra dans l'avenir si l'avenir se réalise comme ça ou s'il se réalise différemment, mais voilà, c'est un petit peu mes objectifs. Merci beaucoup, je vous le souhaite, de cet avenir que vous souhaitez. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie.
Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.